et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Radio House. 120e room du podcast Magazine en direct de Lille. On est avec Monsieur Bruy-Latour, donc vous ne le voyez pas s'afficher, Monsieur Bruy-Latour, parce que il est avec moi tout simplement. On est dans un petit studio qu'on a aménagé pour ce soir, pour le podcast tour qu'on organise. Et puis on a Laurent Brouat qui est avec Laurent Stock, qui est avec nous. Je confonds, il y a deux Laurent qui sont très actifs dans le milieu du podcast. Et tu en fais partie. C'est vrai. Laurent. Comme j'aime bien Laurent Brouat, je t'en veux pas. Ouais. Il a organisé il y a récemment un événement, on pourra en parler. Et puis je suis avec Monsieur Bruy-Latour. Salut Monsieur Bruy-Latour. Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on est dans une configuration qui est un peu, très particulière, puisqu'on est à l'extérieur, sous le beau soleil de Lille, ce qui est donc un peu particulier pour des room clubhouse qui sont quand même relativement étanches. C'est rare Laurent qu'il fasse si beau. Non mais il fait super beau à Lille en vrai. Ah bon, il fait toujours beau. Le soleil est au-dessus des nuages, mais non, mais il fait beau. Regarde la preuve, j'ai pas besoin de justifier quoi que ce soit. Il fait beau à Lille, en plus il fait chaud. Ouais, il fait chaud, donc tu verras ce soir quand tu viendras à 18h, puisqu'on est là donc à Lille pour organiser un radio tour et un podcast tour. Ce soir, il y a une petite vingtaine de personnes qui sont inscrites pour ce soir, avec aussi quelques radios qui vont venir nous rejoindre. Ce matin, on est allé faire un petit tour dans la station de la Contact. On est allé aussi voir le groupe Secom qui a pas mal de stations, et aussi une école de journalisme. Ils nous ont fait visiter les locaux ce matin. Assez sympa, assez impressionnant. Laurent, avant de lancer Monsieur Bruy-Latour avec son billet acidulé comme on les aime, tu es en contact beaucoup avec les stations ici de radio ou pas du tout? C'est pas vraiment des connexions qui se font avec le milieu du podcast? Écoute, alors moi je viens de l'univers de la communication et j'ai travaillé dans le groupe Procel pendant 15 années à peu près. Donc je connais bien Nicolas Pavageau, Contact FM et tout ça. Le groupe Secom, je le connais aussi parce que le secteur économique il est proche. En revanche, on n'a pas de lien direct sur des business croisés, sur l'intelligence collective qu'on pourrait mettre en place avec eux. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, on n'en a pas actuellement. Oui, ça c'est pas présenté en fait. Voilà, ça ne s'est pas présenté. Et par contre, avec l'école de journalisme que tu as visitée, qui fait partie du groupe Secom, nous, on a une contrat d'apprentissage chez nous, en études de journalisme, qui est Rose et qui bosse avec nous. Donc là, pour le coup, on a un rapport avec eux directement. Ouais. Ah bon, super. Allez, Monsieur Bruy-Latour pour son billet acidulé, et puis on continue ces échanges avec un peu parler de ce qui se passe déjà chez Natif, puisque tu fais partie de cette structure qui est très active dans le milieu du podcast, j'en parlais tout à l'heure, et puis voir un peu, je sais qu'il y a une communauté qu'on a essayé de solliciter sur Discord, qui s'appelle PodNord, c'est ça? Ouais. Et on va parler de tout ça juste après le billet acidulé de Bruy-Latour, qui fait un petit état des lieux entre radio, podcast et intelligence artificielle. Allez, c'est parti pour le billet acidulé de Monsieur Bruy-Latour. Podcast Magazine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Il paraît que ce billet acidulé du mardi ou du mercredi à 13h, mercredi, connaît un relatif succès. Ah mais oui, tout le monde l'attend avec impatience, comme tous tes écrits sur bruylatour.fr. Le podcast fait-il preuve d'intelligence, entre parenthèses, artificielle? Voilà une question de départ assez intéressante, du moins je l'espère, un sujet qui fera beaucoup parler encore dans les prochains mois. Les podcasteurs comme les radios en règle générale envisagent souvent l'intelligence artificielle comme un outil pour en faire le moins possible.
En tous les cas, pour faire moins et mieux en même temps, on s'émancipe de l'effort et du travail, et donc de l'aliénation consécutive au travail, tout en donnant l'illusion de travailler et d'incarner les valeurs qui sont habituellement portées par le monde du travail. Voilà pour les fondations de ce billet. Sur le papier, donc en théorie, l'intelligence artificielle est plutôt prometteuse. On lui prête des avantages, des qualités, des aptitudes, des capacités, on va dire même des mérites et des vertus qui permettraient de révolutionner non pas le produit, mais finalement le modus operandi pour pouvoir le concrétiser, pour pouvoir l'élaborer, c'est-à-dire s'économiser à la tâche, s'économiser dans la besogne, dans la production. Alors dans ce cas, l'intelligence artificielle permettrait aux podcasteurs donc de s'économiser tout en confiant à cette intelligence toute une série de handicaps, on va dire, de tâches fastidieuses, fatigantes, difficiles, laborieuses, en confiant toutes ces tâches donc à l'intelligence artificielle. Alors imaginez qu'on puisse améliorer la qualité d'un podcast et donc par voie de conséquence son audience en fournissant beaucoup moins d'efforts. Imaginez qu'on puisse construire un programme radiophonique que l'on pourrait qualifier de programme radiophonique idéal, qui exigerait moins d'investissement financier, moins d'investissement humain et moins de besogne. Alors là, une pensée que partagent beaucoup d'entre nous. Bon, voyons maintenant ce que peut apporter l'intelligence à un podcasteur, parce qu'on en parle, Philippe, assez rarement. D'abord, je pense que cette intelligence artificielle peut illustrer une traduction automatique, par exemple, du podcast, notamment des épisodes. Je pense par exemple à une traduction dans différentes langues, par exemple. Ça peut être un des buts de cette intelligence artificielle. Ça permet aussi donc d'élargir son audience considérablement. Vous imaginez, vous parlez par exemple le français, c'est j'imagine 300 millions de locuteurs sur la planète. On peut toucher tout de suite plusieurs milliards d'individus grâce à cette fonctionnalité. Elle peut analyser aussi les habitudes d'écoute de vos auditeurs. Ça, c'est important parce que elle peut recommander des épisodes qui sont spécifiques en fonction de leurs préférences. Ça, c'est à ne pas mettre de côté. Elle peut être aussi utilisée, comme je le disais, pour transcrire automatiquement des épisodes de façon manuscrite, rédactionnelle. Et bien que ça ne remplace pas la créativité humaine en règle générale, elle peut être aussi utilisée pour générer des idées de sujets. Des idées de titres de podcast, des titres accrocheurs par exemple, à condition de le lui demander de façon là aussi intelligente, mais peut-être qu'une autre fois on reviendra sur cette thématique du prompt, qui est une thématique centrale. Qui devient un métier. Ah oui, absolument. Donc l'intelligence artificielle sera utilisée davantage par les podcasteurs que par les gens qui fabriquent de la radio. Pourquoi ? En 5 points, très clair, le podcasteur a plus de temps qu'un journaliste qui travaille à la radio. Le podcasteur prend plus de risques qu'un journaliste qui travaille à la radio. Le podcasteur est curieux, tout autant qu'un journaliste qui travaille à la radio. Le podcasteur a tout à prouver, ce qui n'est pas forcément le cas d'un journaliste qui travaille à la radio. Et puis le podcasteur, par définition, dans son ADN, il y a beaucoup de créatif et d'imaginatif. Bref, pour terminer, tous ces traits de personnalité font que le podcasteur évolue probablement sur un terrain de jeu qui va devenir un terrain d'expérimentation qui s'annonce, il faut l'espérer, relativement prometteuse. A contrario de ce journaliste dont je vous parlais il y a quelques secondes, qui évolue lui dans un studio relativement hermétique, studio lui-même à l'intérieur d'une grosse machine, comme un paquebot qu'il est difficile finalement de faire bouger, d'arrêter, d'accélérer, de faire des manœuvres. Tout ça repose sur un process qui est relativement lourd, un peu comme celui de la télévision. Le podcast est un univers beaucoup plus souple. Et puis, comme cette radio est une grosse machine à faire bouger, à faire évoluer, le podcast a finalement toute sa chance et toutes ses opportunités dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour tester ces différents outils qui seront peut-être, il faut l'espérer, repris par la suite par le monde radiophonique. Ben voilà, merci Monsieur Brulatour pour ce billet assidu. Une remarque, Laurent, par rapport à ce que tu as entendu sur ce petit laïus sur l'intelligence artificielle, le podcasteur, les médias traditionnels? Il y a plein de choses. Merci Brulatour pour effectivement ce persona que tu nous as fait du podcasteur. Je suis d'accord avec toi sur la notion de temps, de risque de tout approuver, de curieux, d'imaginatif. Ça fait le lien avec l'IA. Nous, chez Natif,
on s'est accaparé le sujet. Au lieu de se dire, oh là là, c'est pas pour nous, c'est dangereux et compagnie, on s'est dit, prenons ce truc-là qui, dans tous les cas, va exploser. Et on le voit bien, on a la chance de pouvoir faire de l'IA un vrai atout de développement. Si je dois situer un petit peu le marché dans lequel on se trouve, Philippe, c'est que nous, on produit et on réalise en fait des expériences audio pour les entreprises, que ce soit des podcasts comme on les connaît ou que ce soit tout simplement des expériences d'actualité audio qui peuvent être une prise de parole du dirigeant, une célébration de victoire. Et nous, on estime que dans ce cas-là, l'IA peut nous apporter plein de choses. On va pas remplacer notre imagination, notre sensibilité par des outils tels que l'IA. Par contre, on va l'utiliser pour, la dernière expérience qu'on a menée, c'est de clowner la voix de quelqu'un. On prend quelqu'un qui parle en français et on va clowner sa voix pour qu'il puisse parler en italien, en anglais, en espagnol, en polonais, en portugais, en ce que tu veux, de manière à créer le lien et l'engagement auprès des équipes au cœur des entreprises. Et nous, on se dit que, évidemment, il y a une question d'éthique par rapport à tout ça, parce qu'il ne suffit pas de prendre la voix de quelqu'un pour lui faire dire des choses, bien qu'on ait fait l'expérience avec Macron, où globalement, j'ai fait une blague à mon petit réseau d'amis pour leur dire que Natif, c'était formidable avec la voix de Macron. Mais ça, c'est dangereux déjà. Donc on a, nous, je crois, acteurs de l'audio, du podcast, une vraie responsabilité quant à la véracité des propos qu'on tient à nos clients, à nos partenaires. Il ne faut pas tromper, je crois, nos clients en disant qu'on a une imagination folle. Je pense qu'il y a des métiers qui vont se réinventer. Tu l'évoquais tout à l'heure avec les prompteurs. Je pense que dans l'IA, il y a une révolution des métiers qui va se faire et que demain, la voix off devra faire avec l'IA. Comment, je ne sais pas, mais la voix off devra faire avec l'IA. En tout cas, nous, chez Natif, on le prend, ce sujet-là, parce qu'il nous paraît essentiel. Et quand on le propose et on le présente à des entreprises, ils y voient tout de suite l'intérêt qu'il peut y avoir à pousser les frontières et à se dire que finalement, l'audio n'a plus de frontières, quoi. Ouais, c'est ça. L'audio n'a plus de frontières et les métiers sont en train de se créer. Ceux qui ne vont pas embrasser l'IA ou du moins essayer de la comprendre seront peut-être plus mis de côté que les autres parce que ça facilite les process, le workflow, ça facilite beaucoup la manière de travailler. Encore faut-il, bien entendu, passer le temps et prendre l'énergie ou alors de passer, comme pour toi par exemple, Natif, par des structures qui vont apporter ce savoir-faire et qui vont défricher, comme on est en train de le faire. Tu parles de clonage. La société aujourd'hui de clonage qui est la plus élaborée, c'est Eleven Labs, qui aujourd'hui est une des structures la plus, comme ChatGPT et OpenAI, elevenlabs.io, qui est, quand vous allez sur leur page d'accueil et que vous mettez une phrase dans n'importe quelle langue, enfin là ils ont une dizaine de langues je pense, on voit à quel point c'est déjà abouti et quand on paye un petit abonnement, on va encore plus loin et on peut faire des choses très poussées avec une voix qui est de moins en moins informatique, qui est assez monotone quand même. Hein. Mais il va y avoir des fonctionnalités qui vont rajouter avec des curseurs. On va pouvoir enlever cette monotonie, donner un peu de l'intelligence à la voix qui est clonée. En fait, on n'en est qu'au balbutiement et dans 6 mois, on aura déjà atteint des choses qui semblaient impossibles il y a quelques mois. Nous, on a fait l'expérience il y a 3-4 jours. On accompagne une société qui traite des sujets de l'intelligence artificielle et donc on a créé avec eux et pour eux un podcast qui s'appelle Les Carnets de l'IA. Donc les Carnets de l'IA traitent de l'intelligence artificielle au cœur des organisations et des entreprises. Et puis sur le dernier épisode, on s'est dit tiens, allez chiche, on fait on reprend un épisode existant avec Elisabeth Zender et on va le traiter en IA pour clowner les voix des interlocuteurs, mais ce podcast en français, on va le transformer en anglais. Alors, la démarche, elle est quand même, malgré tout, encore un peu artisanale, parce que il faut sortir le texte, le traduire, l'entrer directement sur Eleven Labs, et puis après, il y a des notions de montage. Voilà, donc c'est quand même du taf. Ça nécessite un peu de travail et de concentration. En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est que Manuel, pour pas le citer, qui prend la parole, franchement, c'est pas que c'est difficile de voir que c'est une voix de synthèse, mais on est à la limite du réalisme, vraiment. En revanche, Elisabeth, qui a une voix féminine, c'est plus monotone. C'est là où on capte tout de suite le sujet. Par contre, ça présente des avantages parce que ce podcast, il a une utilité forte, c'est qu'il va être distribué en fait. Donc c'était pour ADO, la société ADO, qui est le groupe de Leroy Merlin. Ils vont le pousser au Brésil. Donc, ils l'ont fait exprès pour que finalement les équipes brésiliennes rattachées au service data et IA
des Chadéos, puissent l'écouter parce qu'ils ne comprennent pas le français et que la langue au Brésil, bon, c'est le portugais, mais en tout cas, dans l'entreprise, c'est l'anglais. Et Oui, ça, c'est plutôt quelque chose de fort. et l'écouter dans des conditions beaucoup plus agréables que si on passe Ah ouais. par une lecture par les voix artificielles que la clairement. presse aujourd'hui utilise Utilise. avec les solutions qu'on connaît hein, Tout à fait. et qui font des choses bien parce que c'est synchronisé avec les API et que c'est automatisé et que chaque article est lu avec ces voix qui sont quand même un tout petit peu roboisantes. Carrément. Et là, de toute façon, toutes ces sociétés vont elles aussi progresser et s'améliorer. On va s'approcher de manière très concrète de la voix humaine avec la possibilité de rajouter du ton. Et l'intelligence artificielle va permettre de choisir le ton qu'on veut donner selon les mots qui vont être utilisés et l'intention qu'on va donner au départ, au milieu, à la fin, par exemple. En fait, on va réussir à avoir quelque chose qui est quasiment parfait. Bah, je pense. Alors après, il y a différents types de contenus. Il y a les contenus où il y a beaucoup d'expressions, de sourires, de joie, de rire, de choses comme ça qui font que voilà, c'est difficile. En revanche, il y a effectivement des conversations, des talks où chacun se donne la parole sur des choses concrètes, où là, ça marche, là, ça fonctionne. Typiquement, ça fonctionne très très bien. Mais il y a cette notion de relation, de proximité dans les podcasts qui font que parfois un sourire, une expression ne sera pas forcément toujours compris par l'IA au moment où on se parle, quoi. Oui, mais Donc, on pourra pas, on pourra pas faire exactement comme un homme, mais on pourra s'en approcher beaucoup. Exactement. Alors pas forcément pour tromper, mais surtout pour améliorer le confort d'écoute. Ouais, tout à fait. Et Pour puis la faciliter. traduction. Faciliter, tu sais, on dit souvent la langue de l'entreprise, c'est l'anglais. Enfin, force est de constater, dans les pays latins, ça parle pas encore bien anglais dans tous les pays. Donc, il y a besoin, en tout cas, enfin, nos clients nous le disent, il y a besoin de parler italien en Italie parce que finalement, la majorité des collaborateurs ne parlent pas forcément anglais ou bien anglais. Et donc, ils ont besoin de comprendre ce qui se dit dans la langue natale, dans la langue native. Donc, du coup, c'est aussi un moyen de rendre service à des entreprises de manière assez rapide, de manière assez efficace, sans passer, bon, c'est vrai, par des sociétés de services qui feraient de la voix off avec de la traduction et qui prendraient beaucoup plus de temps parce qu'on est sur une notion aussi de temps et de réactivité dans les propos, quoi. Voilà. Ouais, mais donc après ça c'est très latin, hein, le côté langue où on parle pas très très bien anglais entre la Tout à France, l'italien. Alors en Allemagne aussi, hein, cela dit. En Allemagne, ils parlent Ouais. pas tous très très bien anglais. Donc c'est vrai qu'on voit les atouts. Et maintenant, en effet, il va falloir mettre de l'éthique dans tout ça. Et il y a des réglementations qui sont en cours au niveau de l'Europe. Il y a des pays qui en ont peur tellement qu'ils l'interdisent dans les L'Italie. universités, dans les écoles, comme en Italie. Donc, ça fait quand même beaucoup parler et beaucoup couler d'encre et beaucoup de serveurs derrière, parce que tout ça, on ne sait même pas combien ça dépense en énergie réellement. Hein. On en a pas beaucoup parlé pour la crypto-monnaie. On sait combien ça coûte en termes de consommation et d'empreinte carbone. Là, sur l'intelligence artificielle, on n'a pas trop de chiffres. Hein. C'est pas encore très, 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 très transparent. Ouais, mais il peut y avoir deux postures. La posture de se dire, on laisse le train passer, puis on regarde entre autres les technologies anglo-saxonnes faire le job à notre place, et puis au final, on va quand même les utiliser. Ou alors, effectivement, on prend le train en marchant, et on se dit, ok, on est dedans, et avec notre culture, avec notre mode de vie, il y a une forme de réglementation et d'éthique qui doit se mettre en place, mais ne prenons pas de retard sur ces sujets-là, bien que le retard soit déjà pris, on peut tous en être conscients de tout cela, mais je trouve que c'est l'occasion de ne pas subir une nouvelle fois, finalement, l'émergence de nouveaux acteurs qui sont déjà là, et à se dire, laissons le train passer parce que chez nous, on a une problématique de culture, une problématique de plein de choses qui font que ça marche pas. Je sais pas si tu m'entends, je crois que... Non, c'est parce que j'ai arrêté le micro de Brulatour qui parle pas et ça, d'un seul coup, ça a donné beaucoup plus de confort d'écoute. En fait, il y avait un micro qui était un peu dans le vide et donc qui captait tous les bruits ambiants que je viens d'arrêter, tout ça. Alors, on accueille Zoé qui voulait réagir par rapport à ce qu'on dit ou qui voulait peut-être nous dire bonjour, tout simplement. Salut Zoé. Salut, oui, je dis bonjour déjà parce que je suis souvent là en auditrice et puis je participe pas parce que d'habitude c'est l'heure où je me prépare en fait à prendre le train pour filer
Chez RZN Radio, dont je suis la voix antenne féminine, voilà. Donc je suis voix off, c'est pour ça que j'interviens. Ah, ben oui, bien sûr. Et Puisqu'alors, on a entendu. j'ai pas de séance cette semaine. D'habitude, c'est le mercredi. Et là, j'ai un jour off. Donc j'en profite parce qu'on parle de voix off et d'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que le sujet est hyper d'actualité. Oui, c'est très d'actualité. Sensible, Zoé. Et l'association Les Voix a fait beaucoup parler d'elle aussi, hein, Fred. Ouais. L'association s'est surtout inquiétée ces dernières semaines de l'utilisation intempestive que l'intelligence artificielle pourrait faire de propres voix humaines, tant et si bien qu'au bout du bout, on n'aurait plus besoin de voix humaines pour illustrer de l'habillage, du dessin animé, des films, etc. Ouais. C'est aussi votre avis, peut-être ? Alors, en fait, de toute façon, à partir du moment où on a des démos sur Internet, sur YouTube, à partir du moment où on est voix off et on a déjà plein de samples de notre voix qui sont accessibles en ligne, on n'a pas de moyen actuellement de protéger quiconque de cloner notre voix. C'est valable pour toute personne qui a mis un jour un sample de sa voix en ligne. Donc ça, on ne pourra pas l'empêcher malheureusement. C'est comme les photographes qui se font piquer des images. À partir du moment où ils les mettent sur Internet, il y a un risque. Ce qu'on pense, c'est qu'il y aura toujours des projets en fait, des pubs avec des gros budgets, qui auront toujours envie de travailler à l'ancienne avec de l'humain, avec de l'artistique, avec du créatif, même si les progrès sont énormes. Mais après, en fait, la grosse partie du travail qui va vraiment disparaître pour les voix off, c'est tout ce qui est vidéo sur YouTube, tutoriel, e-learning, motion design, tous les petits projets qui sont pas tellement de l'artistique, mais qui sont pour nous vraiment de l'alimentaire, en fait. Ça, c'est clair que, comme disait Philippe tout à l'heure, pour une question de workflow, de process, de productivité, tout ça, les clients trouveront forcément plus facile de bosser avec des voix de synthèse et l'intelligence artificielle. Donc toute cette partie du métier, elle va s'effondrer très fortement là dans les mois et années à venir. C'est sûr que c'est une partie du marché qui va disparaître très probablement. Et malheureusement, on est hyper nombreux à en vivre parce qu'on n'est pas tous comédiens. Moi, c'est mon cas, je viens de la radio, donc je n'ai pas une formation de comédienne à la base. Donc déjà, je fais beaucoup d'habillage radio, je propose ma voix pour des podcasts pour l'instant. Il n'y a pas trop de projets de podcasts qui embauchent des voix off, c'est super rare. Ouais, c'est vrai que dans le marché du podcast, c'est pas encore le réflexe. Non, puis c'est plutôt des projets qui sont portés par les auteurs qui du coup font eux-mêmes les enregistrements et utilisent leur propre voix. Donc voilà, c'est rarement des commandes, à part peut-être pour des podcasts d'entreprise un petit peu, mais généralement ils demandent le travail de journaliste qui va avec. Donc c'est plus des journalistes qui vont être sur ce créneau-là. Mais après moi je m'intéresse quand même au podcast pour des projets perso. Que j'ai pas encore eu le temps de mettre en place. Vu que oui, j'allais te dire, il faut que tu lances un podcast en fait. Mais moi, j'ai 3-4 projets, 3-4 idées de projets, mais en fait, comme je sais que pour l'instant, ça me rapporte pas de sous, c'est le boulot qui passe en premier. Et en fait, pour l'instant, j'ai encore du boulot en voix off, donc j'en profite tant que ça dure. Mais c'est vraiment un sujet, oui, là, on en parle beaucoup. Moi, je suis pas dans l'association Les Voix, justement, parce que je suis pas comédienne. Ouais, il faut être comédien en fait. J'habite en province. Il faut être comédien, il faut être payé au cachet. Et moi, en fait, j'ai commencé en étant payé au cachet. Mais je suis en province et il y a très très peu. Déjà, il y a peu de studios qui ont des gros budgets qui permettent de payer des comédiens et tout ça. Et en fait, si je voulais en vivre de ce métier, il fallait que je monte mon studio et que je sois à mon compte et que je facture. Et quand on facture, on ne peut pas faire partie de l'asso Les Voix. Mais on est quand même un certain nombre en France à travailler comme ça en home studio, en province et sur facture, parce que de toute façon, la plupart des boîtes de prod maintenant n'ont plus envie de s'embêter avec les cachets. Donc, à part à Paris où ça continue. Mais ça aussi, c'est un modèle qui est en train de disparaître. Car même les comédiens, à part ceux qui sont sur Paris,
en province, les boîtes de prod de design sonore, etc., ils ne demandent que des factures de toute façon. Ouais, et puis, Donc ça, et puis c'était- en plus, tous les podcasteurs maintenant qui, parce que c'est pas forcément encore évident pour gagner sa vie quand on fait du Ouais. podcast, eh bien, ils deviennent voix off aussi. Ils se disent qu'ils sont voix et donc ils proposent des services. Donc il y a Ça de plus en peut, plus ouais. de concurrence en plus de l'intelligence artificielle et du clonage. Oui, alors Ça fait du monde. ouais, c'est pas que le podcast, c'est en fait depuis le Covid, tous les gens qui ont décidé de quitter leur job et de se mettre à leur compte et qui se sont dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire depuis chez moi avec un ordi, un petit peu de matos, s'ils sont un peu geeks. Donc il y a pas mal de gens, notamment des gamers aussi, des gens qui avaient des chaînes YouTube ou Twitch, qui s'y sont mis, qui n'étaient pas comédiens non plus du coup, et puis tout un tas de personnes qui, entre faire tous les métiers qu'on trouve depuis voilà, en télétravail, je sais pas, de commercial, de closing, de marketing de réseau, d'assistants virtuels à distance, etc. Il y a des gens qui se sont mis aussi sur le créneau voix off, mais après, pour moi, c'est pas vraiment de la concurrence parce que c'est des gens qui vont se mettre sur des plateformes comme Fiverr ou Malte ou les plateformes spécialisées en voix comme Voice 123, Wondersuite, Ouais, c'est etc. des espèces de plateformes où tout est C'est des pas cher. plateformes low cost, voilà, et enfin c'est pas du tout les tarifs que pratiquent les pros en fait. Et après c'est des gens du coup qui font ça, qui sont assez amateurs et qui n'ont pas un matos terrible ni une technique terrible. Donc après c'est pas mon marché à moi, et c'est pas le marché de beaucoup de voix off pro parce que c'est pas, de toute façon c'est pas les budgets qui permettent de vivre de ça. Donc, de toute façon, voilà, c'est en train d'évoluer super vite. Mais pour revenir à l'intelligence artificielle, nous, ce qui nous inquiète, parce qu'il y a les voix, mais il y a tous ceux qui travaillent en home studio en province. On a aussi quand même on a des groupes Facebook, enfin, on a une communauté, on arrive à parler entre nous. Depuis justement le Covid, on a mis en place régulièrement des petites sessions sur Zoom, pas tous les mois, mais assez régulièrement. On choisit un sujet et puis on en parle pendant une soirée. Et évidemment, l'intelligence artificielle, ça fait partie des sujets qu'on a abordés ces derniers temps. Et nous, ce qui nous inquiète le plus, en fait, c'est... alors déjà, il y avait ces plateformes ces plateformes low cost qui s'assoient complètement sur tout ce qui est droit voisin, les droits de diffusion, les droits d'exploitation de la voix, en fait. Donc, il y a énormément de clients maintenant qui nous contactent et qui ne veulent pas payer les droits et qui nous disent je ne suis pas au courant que ça existe. Et en fait, on a tout un travail d'éducation des clients pour leur dire, mais en fait, si vous voulez utiliser notre voix, il faut payer des droits d'exploitation comme vous payeriez des droits à l'image ou des droits d'auteur pour d'autres types de créations. Et l'utilisation de la voix doit être réglementée dans le cadre d'un contrat ou en tout cas par des clauses des conditions générales de vente qui figurent sur le devis et sur la facture, où on détermine que le tarif s'applique à une durée d'utilisation pour un territoire géographique donné et pour une utilisation spécifique, c'est-à-dire soit c'est pour de l'habillage radio, soit c'est pour de la pub radio ou télé ou internet, avec achat d'espace sponsorisé ou pas, c'est pas la même chose. Quand on se retrouve, si c'est juste une vidéo sur YouTube que le client va relayer sur ses réseaux, sur son site, sans post sponsorisé, ça n'a pas du tout la même portée et la même audience que si ça se retrouve en pré-roll sur YouTube ou sur un site de MyTF1 Replay. Ouais, là, ça c'est toute la difficulté du droit, ce qu'on appelle le droit patrimonial et le droit d'auteur. Voilà. Et c'est Et ça, alors on vous a n'êtes pas peur les que ça seuls. disparaisse avec l'IA. En photographie, c'est très compliqué également. Là où c'est Les le plus graphistes, simple parce que ouais. ça existe depuis longtemps, c'est la SACEM avec la musique. Oui. Et maintenant, il y a ces espèces de robots de YouTube et compagnie qui, dès qu'on utilise une musique, ils vous l'enlèvent et ils vous rendent, ils vous mutent carrément votre audio. C'est ce qu'il faudrait arriver à faire avec la voix. Maintenant, c'est pas forcément simple. Et oui, mais quand même, chaque voix est unique. Ouais, exactement, chaque voix est unique, comment on peut c'est compliqué. savoir, comment on peut savoir aussi qui utilise notre voix, qui l'a samplée, qui l'a récupérée sans notre autorisation. On peut pas avoir des oreilles et des yeux partout et tout écouter en permanence. C'est impossible en fait
à contrôler. C'est là Déjà, où les photographes, l'intelligence quand artificielle va arriver et va nous sauver. Grâce à l'intelligence artificielle, on pourra savoir Peut-être. que ta voix, Zoé, eh bien, elle a été clonée, elle est utilisée ailleurs. Enfin, est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'on a vraiment une empreinte originale qui peut être scannée et retrouvée par justement cette intelligence artificielle? Ça, c'est des choses dont on pourra peut-être. Théoriquement, je crois que la voix, c'est comme les empreintes digitales, c'est vraiment unique. Après, il y a des très bons imitateurs et tout, mais peut-être que une IA, justement, saurait faire la différence entre une imitation et un timbre de voix précis. Mais après, de là, à ce que ça fasse comme sur YouTube, effectivement, pour la musique, ou avec les 30 premières secondes, il va reconnaître le morceau, parce que une musique, il y a un rythme, il y a une mélodie, il y a peut-être un schéma qui est identifiable assez facilement. Et la voix, c'est pas du tout pareil, vu que selon les projets, déjà, on va pas avoir le même timbre, le même ton. C'est différent à chaque fois. C'est ça qui fait qui fait l'intérêt de la voix humaine, en fait, justement par rapport à une voix de synthèse. C'est qu'on peut moduler à chaque fois de manière différente, aller plus sur les aigus, sur les graves en fonction du projet. Si on demande une voix un peu plus mature, un peu plus fraîche, jeune, dynamique, enfin, finalement c'est ça le travail d'interprète. Et après, voilà, j'entends que les IA font des gros progrès et vont pouvoir aussi moduler un petit peu, mais ils vont faire ça d'abord en copiant, en fait, puisqu'ils clonent la voix, ils peuvent cloner aussi les intentions et on va y arriver de toute façon. Après, je pense qu'on ne pourra pas remplacer totalement une voix humaine, et quelque part, c'est ce qu'on dit pour l'intelligence artificielle en général, c'est qu'elle est là, on ne pourra pas empêcher le progrès, ce qu'il faut, c'est essayer de vivre avec, et puis ça risque de niveler un peu tous ceux qui étaient pas très bons, ils peuvent être remplacés par quelqu'un de pas mauvais, et puis tous ceux qui sont vraiment très bons, ils resteront très bons, et ils seront toujours utilisés pour se différencier de l'intelligence artificielle. Voilà, ça va être une poignée de projets qui pourront encore se payer les Manuel Curtil, etc. Ouais, c'est ça. Merci. Mais c'est ce qui est dommage, parce que c'est vrai qu'on est quand même un certain nombre à faire ce métier qui est chouette et à en vivre, en fait. Donc, oui, on ne sait pas combien il y a de voix off, mais toi, Laurent, tu fais appel à des voix off pour tes projets ou dans Natif ou pas du tout? Et puis on va parler un peu de Natif, tu vas nous présenter un peu ce que tu as, et puis on va aussi essayer de parler un peu de Lille. Tu es pas sur Lille, Zoé. Tu es dans quel coin, Zoé, tu nous as dit? Bordeaux. Tu es à Bordeaux, d'accord. Oui, Bordeaux. Moi je suis à Bordeaux. C'est là où il y a les bureaux d'Erzen. Ben oui. Alors vous pouvez aller bien sûr écouter Erzen. On l'a écouté Erzen quand on est passé, Monsieur Brulatour, à Paris. Oui, absolument. Et on a d'ailleurs reconnu votre voix. Et lorsque, il y a quelques minutes, Zoé, vous nous disiez je suis la voix antenne 2 avec Philippe, on avait déjà la réponse avant même que vous nous la donniez. Non, mais je vous assure que c'est vrai. On a d'ailleurs écouté assez longuement Erzen. Les infos positives. Hier, les infos positives, tout simplement. Ça. Je vais vous dire pourquoi on a longtemps écouté Erzen, au moins, plus d'1 heure, c'est certain, ce qui est plutôt rare parce qu'on est des gros zappeurs, parce qu'on était coincés dans les embouteillages sur l'autoroute du Nord, en prenant la direction du Nord. Voilà. C'est pour ça qu'on a... Alors sur les autoroutes du Nord, vous pouvez aussi m'entendre sur Sanef. Ah oui, il y a Sanef aussi. Dis donc, voilà. Tu es occupé, Zoé. Un petit peu, c'est pour ça que c'est rare que j'ai un mercredi dispo, comme ça je peux prendre le temps de discuter. Mais du coup, c'était tombé le bon jour, parce que le sujet là, de l'IA est brûlant. Ouais, c'est gentil. Alors on a un petit clapotis quand tu parles depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est peut-être. En tout cas, ça vient de ton téléphone, je pense, parce que c'est quand tu parles. Donc il y a un petit clapotis. Au début, c'était vraiment très très bon, et puis il est arrivé un petit clapotis qu'on entendra dans le replay. Donc petit piéton, je pense qu'il y a un petit. Donc désolé pour ça, pour ceux qui nous écoutent, mais en tout cas très intéressant ton discours et puis ta position par rapport à la voix. Laurent, les voix, toi, tu en utilises? Oui, on utilise quelques voix off quand on doit travailler une base française sur des bases anglaises, italiennes ou autres. Ça, on le fait. Il est vrai qu'on utilise
une plateforme qui s'appelle Voice 123 parce que le besoin, Oh là 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 là, il est parti. il utilise le low cost. Quoi, quand tu prends un avion, tu vas sur Ryanair? Non, mais oui, figure-toi que Non, oui, moi aussi. Hein, Non, non, mais mais- il en faut pour tous les budgets, hein, Mais c'est oui. normal. Blague à part, quand Ouais. on aurait une réalisation qui nécessite véritablement une production à gros moyens, ok. Mais quand on a besoin finalement de traduire, de faire un voice-over et tout simplement d'avoir quelque chose qui passe, et c'est très qualitatif en vrai, c'est pas si, c'est peut-être low cost, mais en tout cas c'est qualitatif et ça répond aux exigences de nos clients, donc c'est tant mieux. En revanche, là où effectivement la notion d'IA va certainement remplacer en grande partie notre intervention auprès de Voice 123 dès lors où on a besoin d'une voix off. Oui, c'est clair. Donc, on utilise les voix off. Nous, on s'adresse plutôt au monde de l'entreprise. Et au monde de l'entreprise, il n'y a pas toujours besoin d'avoir en fait des voix off hyper élaborées, hyper professionnelles comme certainement Zoé l'est, et donc on utilise ces moyens-là. Par contre, quand on doit raconter l'histoire de l'entreprise, de la société Merck, par exemple, qui a plus de 100 ans, là, ok, là, on va travailler sur un grain, sur une voix, sur quelque chose qui apporte de l'émotion et qui te fait vibrer intérieurement. Et donc, je pense que la notion de voix off, elle est toujours pareille, c'est à quel service elle répond, à quel enjeu elle répond et à quelle émotion elle doit provoquer. Donc, les voix off n'ont pas de fin immédiate parce que l'IA arrive, c'est simplement l'exploitation, l'utilisation à différents niveaux qui fait la différence. Ouais, on est d'accord. Zoé, c'est quoi l'économie d'échelle parce que je suppose que tu connais les tarifs. Entre une voix, on va dire, avec un tarif normal et une voix sur 1, 2, 3, ou je sais pas, Laurent, tu as peut-être aussi des chiffres. C'est vraiment du simple au double? Ça dépend des voix. En fait, l'échelle, elle est hyper large parce qu'il y a les low cost, effectivement, les projets low cost qu'on retrouve sur les plateformes. Il y a tous les débutants dont on parlait tout à l'heure qui ont démarré notamment pendant le Covid, etc., qui, eux, en fait, ne connaissent pas les tarifs et ne savent même pas qu'il faut appliquer des droits voisins sur leur contrat. Et du coup, ils facturent le projet ou la séance, mais en fait, ils y connaissent rien. Et en fait, par méconnaissance des tarifs des tarifs raisonnables, on va dire, ou viables, ils se bradent en fait. Donc ça casse vachement aussi le marché. Et après, il y a toute une partie donc de voix qui travaillent en home studio, mais qui ont commencé comme moi, soit en radio, soit dans les studios à Paris, etc. Et puis qui eux connaissent les tarifs studio et qui du coup ont continué à pratiquer les mêmes tarifs mais sur facture. En ajoutant du coup les coûts patronaux, les charges, les cotisations, etc. que ne payent plus du coup les clients par rapport à des cachets d'intermittents. Les charges patronales. Et après, il y a les stars qui sont généralement sur Paris ou en tout cas qui travaillent exclusivement sur Paris en studio. Et eux, là, ils sont sur des tarifs bien plus élevés et puis ils récoltent les meilleurs projets. Ce qui est normal. Voilà, moi, je suis pas comédienne, je revendique, je viens vraiment de la radio, donc je sais utiliser ma voix et je sais aussi m'enregistrer parce qu'à la base, j'étais productrice et réalisatrice. Donc, je suis passée de l'autre côté du micro et du coup, j'avais les compétences techniques pour être autonome et tout faire toute seule en fait. Mais du coup, je postule pas du tout sur des castings où on va demander des voix de comédiens qui vont jouer un personnage. Je fais pas d'audiobook par exemple parce que je trouve que la narration c'est aussi un métier encore différent. Donc, je vais plus me mettre effectivement sur tout ce qui est radio, télé, habillage, pub, etc. Sur du e-learning, sur des films corporate, des motion design et ce genre de choses. Des audio guides éventuellement, même si ça paye pas très bien, donc j'en ai pas fait beaucoup. Voilà, après moi je rêve de faire du documentaire, je suis hyper fan de documentaire, mais bon en province c'est pas tellement le genre de projet qu'on a. Je monte sur Paris, ça m'arrive de temps en temps pour faire quelques séances, mais si le projet en vaut la peine, voilà, ça dépend vraiment. Enfin, il y a plusieurs secteurs et je pense que en fait l'IA va effectivement remplacer peut-être les projets low cost qu'on retrouvait sur les plateformes. Donc peut-être les plateformes vont disparaître à leur tour.
Oui. ou en tout cas se transformer, elle aussi prendre le virage et du coup devenir des plateformes de catalogue de voix de synthèse. Ça peut être le Mais cas. voilà, mais il y aura, moi ce que je pense, c'est qu'il y aura plus besoin des voix un petit peu amateurs, débutants ou qui pratiquent pas les tarifs, voilà. Et même une partie des voix qui pratiquent les tarifs pro, il y a quand même une grosse partie du travail qui va passer aux IA et donc on va avoir beaucoup moins de travail nous. Alors après, là j'ai un collègue, un producteur technicien chez Erzen qui est un petit peu geek et qui est en train de créer lui une plateforme parce qu'il est à fond dessus je crois il a déjà lancé une radio avec Radio GPT. Enfin, en plus il code, enfin il fait plein de choses en plus du son et du coup il est déjà en train de créer une petite plateforme pour voir ce qu'il peut proposer, mais où là les voix off seraient enregistrées et auraient un regard sur quand leur voix est utilisée et donnerait même leur autorisation en fait. Et à partir de là, tout serait réglementé avec les droits voisins payés, etc. Ah oui, donc mais ça va quand même une officialisation, faire baisser les budgets. une plateforme en fait qui officialise derrière la gestion des droits d'auteur. Alors il y a une plateforme en Angleterre, là je reviens du podcast show qui est sorti, qui s'appelle Musique Radio Créative. Mike Russell qui est un Anglais qui a lancé sa propre plateforme. Et là on a un listing avec des voix off et aussi avec des voix artificielles et qu'on peut choisir dans la langue qu'on veut. Bien sûr derrière il utilise Eleven Labs, hein, ce logiciel cette intelligence artificielle aussi puissante que ChatGPT pour le texte, mais pour la voix ou que d'autres pour l'image. Donc aujourd'hui, c'est un des leaders, il utilise ça et il en fait en fait une plateforme où on peut choisir sa voix et on identifie bien sûr une voix qu'il a clonée. Il a cloné sa voix et on peut utiliser sa voix en anglais, en français, en italien, dans ce qu'on veut, pour faire ses propres jingles, ou alors il a la possibilité d'aller chercher d'autres voix. Après, la gestion des droits, c'est pas bête de lancer une plateforme avec de la gestion de droits derrière. En effet, la gestion de droits, parce que c'est vrai que c'est complexe, tu disais, hein, il y a quand même 3 grands critères pour la gestion de droits d'auteur. Et derrière, selon l'utilisation de la voix, forcément, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Il y a des coefficients qui vont être ajoutés selon si c'est national, international, mondial, si c'est diffusion en télé, en radio, etc. Ouais, chaque devis en fait est vraiment au cas par cas. On peut avoir des tarifs de base, voilà, par exemple, 1 minute de motion design, c'est tant, voilà, mais après, il y a quand même tout un tas de critères qui vont venir un petit peu faire jouer, ne serait-ce que la notoriété et la portée du coup du client, enfin de l'annonceur. On facture pas la même chose à Coca-Cola qu'au petit entrepreneur du coin. Donc, ouais. c'est tout un ensemble de critères. Tu parlais tout à l'heure c'est quoi, c'est Eleven Labs, c'est ça? Ouais, Eleven Labs, c'est comme et- OpenAI, mais pour la voix. Ouais, et moi j'en avais trouvé un autre, j'étais tombée dessus par hasard, ça s'appelle Altered.ai. Ouais, je pense qu'il y a une société qui doit sortir tous les jours. Ouais, Mais aujourd'hui, les leaders, vraiment, ceux qui sont le plus proches de la réalité au niveau de la voix, c'est bien Eleven Labs. On a fait un petit benchmark rapide sur tout ce qui existe et c'est vraiment les plus avancés, c'est comme ChatGPT par rapport à toutes les autres intelligences artificielles. Ils ont vraiment un temps d'avance. On va revenir sur Laurent pour nous. D'ailleurs, Laurent, explique-nous un peu rapidement ce que fait Natif. Et puis parlons un peu de ces podcasteurs de Lille. Il y a un petit groupement qui commence à se créer. Alors il y en a un très gros à Marseille qui ils sont à peu près 90 dans leur groupe. À Lille, toi déjà, comment est-ce que tu actionnes un peu le podcast à Lille et pas que, parce que tu travailles pas que avec des structures de Lille. Et comment tu vois cette petite écosystème lillois? Est-ce qu'il existe un petit écosystème lillois de podcast? Ouais, alors j'ai l'impression qu'il est moins puissant moins important que celui de Marseille. À Lille, on a quelques agences qui font parler du podcast. Après, il y a quelques podcasteuses et podcasteurs par-ci par-là, mais on n'a pas une communauté véritablement où on se retrouve et
on itère et puis on discute de différents sujets qui permettraient de faire avancer le schmilblick ou le sujet ou l'écosystème. Donc, il y a besoin certainement de créer en fait cette dynamique et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, avec un incubateur régional qui s'appelle la Pleine Image, avec laquelle on a des rapports assez proches. On va créer en mars 2024, un événement autour de la communauté des podcasteurs, mais avec une orientation qui est malgré tout propre à mon ADN, et ça me permettra de présenter Natif après, qui s'oriente plus sur la partie podcast business, dédiée aux entreprises. Comment intégrer le format audio au cœur des entreprises et moins comment créer une communauté de podcasteurs passionnés qui vont s'accaparer un sujet et qui vont créer une communauté d'auditeurs comme ça qui vont les accompagner. Donc, il y a effectivement pas de dynamique. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, il y a peu de dynamique sur la communauté des podcasteurs indépendants, passionnés, sous un régime d'entreprise. Par contre, il y a quelques entreprises issues de la région des Hauts-de-France, de Lille particulièrement, qui traitent le sujet podcast, mais avec une connotation spécifique aux entreprises. C'est-à-dire qu'on est ni plus ni moins des agences de production de contenu audio dédiées à des entreprises pour répondre à leurs enjeux de communication internes ou externes. Je veux citer par exemple Coltrane, qui est un confrère, c'est comme ça qu'on les appelle, Studio Flamboyance, mais il y a aussi Podcast Story. Qui sera là ce soir, Flamboyance d'ailleurs. Qui sera là ce soir, très bien. Voilà, donc on a une communauté comme ça qui est présente et qui avance à son rythme, à son niveau, pour aller... Pipo et Lola aussi, je ne sais pas si tu connais Pipo et Lola. Qui seront là aussi ce soir, ouais. Très bien, donc voilà, toute cette communauté-là, en fait, elle est active quand même sur l'île, et puis on fait notre part pour aller développer le marché, à la fois en région, mais pas que. En région, on a des belles entreprises, on a quand même des entreprises du secteur de la famille Mullier, c'est-à-dire Kiabi, Noroto, Auchan, etc., etc. Et ces entreprises-là, forcément, on est proche d'elles et on crée des contenus, on accompagne ces entreprises, pour certains d'entre nous, à intégrer l'audio, le podcast dans leur communication. Et puis par ailleurs, ça ne nous empêche pas d'aller sur le marché national à travers des entreprises parisiennes et même internationales, puisque pour le coup, nous avons la chance de travailler avec des boîtes qui ont une dimension internationale. Je peux citer Schneider Electric, sur laquelle on réalise les podcasts aux États-Unis, en France, bientôt en Afrique du Sud, en Asie. Et donc ça, comme on le fait à distance. C'est ça aussi la magie du podcast. C'est qu'aujourd'hui, si on revient finalement sur l'intelligence artificielle, je pense à Adobe Podcast. Adobe Podcast peut faire des miracles d'une qualité moindre parce qu'on est à distance. On va pouvoir réceptionner un rush, le travailler par l'IA et ressortir de là avec un contenu audio qui soit de qualité, suffisante en tout cas pour que ça soit audible et que ça soit accepté par la communauté qui va l'écouter. Donc la communauté podcast dans les Hauts-de-France se développe, elle a plein d'idées, elle a plein d'envies et je crois qu'on a notre part à faire. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a cette nécessité peut-être de créer en fait une dynamique entre le monde du podcast, de l'audio digital, je dirais, sur la région de Hauts-de-France. Ouais, et puis c'est vrai que c'est pas facile d'identifier les communautés actuellement, parce qu'il y a plein de petits groupes. À Bordeaux, c'est pareil. Il y a 3-4 groupes différents. C'est aussi un peu compliqué de se fédérer. Des fois, certains ne se connaissent pas. Moi, je sais qu'à Bordeaux, les 3 groupes différents que j'avais identifiés ne se connaissaient pas entre eux. Et donc, il y a des ponts qui sont en train de se créer et puis des espèces de petits réseaux. On le voit d'ailleurs au podcast show, j'en parlais ce matin encore, c'est assez notable de voir à quel point le podcast est beaucoup plus mature en Angleterre qu'en France ou dans des pays comme le Québec aussi, qui est pas très avancé, l'Italie ou l'Espagne. Même si en espagnol, il y a énormément de podcasts, puisque l'Amérique du Sud est le pays qui écoute le plus le podcast au monde, avec plus de 42% des gens qui sont connectés à Internet qui écoutent des podcasts. C'est assez colossal. Mais c'est vrai qu'en France, c'est pas encore mature, mais donc c'est très mature. Et il y a des réseaux en fait qui sont en train de se créer. C'est-à-dire, il y a un réseau sur les podcasts de sport.
qui réunissent des podcasts de sport et qui en fait, parce qu'ils en ont une vingtaine, eh bien, commencent à peser en termes de poids et intéresser des annonceurs qui veulent annoncer sur ces réseaux. C'est ces réseaux un peu qui commencent aussi à se créer en France avec Orso Média notamment sur le business et sur la finance, et puis avec d'autres Women in Podcast aussi qui créent plutôt sur le côté féministe, et d'autres labels qui sont en train de se créer. Donc ça commence un peu à naître, et c'est vrai que c'est souvent de ces réunions-là que naissent des idées de network, de réseau et de puissance pour rendre un peu le podcast plus puissant et puis le faire un peu mieux connaître. Moi, je dirais que, Philippe, ça se professionnalise. C'est-à-dire que, comme le disait Zoé, le Covid, chacun a eu sa petite idée, et puis ça a prolongé sur le fait de vouloir être indépendant, etc., de vivre de sa passion et autres. Là, on arrive dans une phase où, globalement, on est en 2023, les choses se durcissent, et puis la réalité revient peut-être, pour certains, devant la porte en disant, bon, bah, ok, peut-être que ma passion, je veux la mettre un pas de côté et repartir sur des choses qui sont peut-être plus rémunérateurs parce que j'ai pas trouvé mon modèle économique ou différentes autres raisons. Et je crois que effectivement, c'est là aussi où c'est compliqué de créer finalement des communautés de podcasteurs, podcasteuses, bref, d'entreprises dans l'audio digital. Mais ce que tu viens de dire par rapport à un Orso Média, par rapport à un Woman in Podcast, par rapport même à des podcasts de santé et de sport, c'est que finalement, c'est une bonne nouvelle parce que ça se professionnalise, et ça s'intègre dans des logiques globales. Et ça, je pense que c'est un bon signe. D'autant plus que les chiffres que tu avances sur la consommation de podcasts dans les pays anglo-saxons ou en Espagne sont finalement pour nous, acteurs de cet écosystème, un indicateur assez intéressant où on se dit ok, le marché est ouvert à ce qu'on puisse développer encore plus de concepts, de produits, d'interactions et d'acculturation auprès d'une population qui est finalement de moins en moins jeune en termes d'auditeurs. Donc ça, je pense que c'est des bonnes nouvelles qui sont dédiées à l'industrie du podcast. Ouais, ne pas lâcher. Non, voilà, c'est clair qu'il faut, quand on s'est lancé dans cette aventure, il faut arriver à tenir parce que en France, on est à un petit 14% de personnes connectées qui écoutent des podcasts. Donc, on est quand même sur des chiffres, et ça sont des chiffres qui datent de décembre 2022. Donc, pas si lointain que ça. Même si, on progresse doucement, donc il y a un potentiel assez colossal. Et puis une tendance aussi à pouvoir écouter, comme disait Brulatour tout à l'heure dans son billet, quand on veut, comme on veut, et faire en sorte que c'est vrai que les médias linéaires sont peut-être moins tendance actuellement. Peut-être qu'ils reviendront à la mode s'ils arrivent un peu à se remettre en question. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast tour et radio tour ici à Lille, au Mercure Vieux-Lille. Donc si vous êtes dans les parages demain, ce soir à partir de 18h et demain toute la journée, n'hésitez pas à passer si vous êtes bien sûr dans le secteur de la radio et du podcast et du digital. Pour échanger avec nous. En tout cas, ce soir, on sera très heureux de te retrouver, Laurent, avec, j'espère, pas mal de gens de Pod Nord. Et puis, on sera normalement une bonne petite vingtaine avec quelques radios qui aussi nous ont confirmé leur venue, ce qui est plutôt bien. On a envoyé un mail à tous ceux qui viennent demain. On a une centaine de radios qui seront là demain et il y en a quelques-unes qui sont curieuses et ça fait plaisir parce que c'est quand même pas simple de réunir un peu ces secteurs du podcast et de la radio où tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Donc on va essayer de faire bouger un peu les lignes ce soir et demain. Écoute, merci Zoé d'avoir participé pour une fois, puisque c'est vrai, on voit souvent ton petit logo avec, je sais pas ce que c'est comme logo que tu as mis, c'est quoi? C'est une fleur avec un micro, c'est ça? Ah, Zoé nous écoute aussi. C'est ça, c'est ça. Donc c'est ton logo de voix off qui est clos. De voix off, de mon site. Je fais un peu de montage podcast aussi en prestat de service, mais je communique pas trop dessus. Mais voilà, c'est pour signifier justement l'éclosion du micro et tout ce qu'il y a autour. Et puis c'était pour illustrer mon nom que j'ai choisi pour mon site, parce que comme je fais pas que de la voix off, que je voulais aussi avoir un petit volet podcast, même si c'est pas le principal de mon activité, j'ai choisi un nom en fait, et je suis pas juste Zoé voix off, voilà.
Ouais, d'accord. Bon, bah, super. Ben, merci pour ton intervention. Avec plaisir. Et puis Laurent, tout à l'heure, Laurent, on se retrouve tout à l'heure pour discuter un peu avec tous les gens qui seront là et puis pour faire des petits ateliers un peu de travail pour essayer de trouver des idées intéressantes pour l'évolution du podcast et qui sait peut-être des idées qui pourront faire avancer un peu plus le schmilblick ici à Lille. On ne sait pas, hein, des idées peuvent naître ce soir. À Lille, plein de choses se passent, tu verras, tu vas ressortir de là complètement enchanté de la ville de Lille. En tout cas, c'est très sympa ce vieux Lille. Hier soir, on est allé faire un petit tour pour manger un bout juste à côté. C'est très sympa, c'est très cosy. Et puis en plus, avec ce temps, ça donne même, on commence à voir le soleil qui arrive là sur les micros. Je peux vous dire qu'on va vite bouger parce que sinon on va brûler. Hein. Monsieur Brulatour, merci pour ton billet. Je vous écoute avec toujours beaucoup d'attention et je bronze en même temps. Ouais, là on va finir par cramer. Oui, là, il fait très chaud. Là. Donc voilà, merci à tous et à toutes. Merci à tous. Et puis on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. On va vous donner la thématique de cette room la semaine prochaine. Je pense qu'il y avait d'ailleurs dans la house, il y avait quelqu'un qui avait proposé une thématique qu'on va traiter la semaine prochaine. Et puis je voulais aussi vous annoncer, tant que vous êtes encore à l'écoute, que sur le site podcastmagazine.fr, vous pouvez désormais précommander le numéro 3 de Podcast Magazine avant fin juin, si je me trompe, non, fin juillet, pardon. Avant fin juillet, parce que si vous voulez une version papier, si vous voulez bien sûr une version uniquement digitale, ça sera possible même après, mais on limite le nombre d'impressions de papier pour pas avoir de déchets, pour pas avoir trop de stock sur les bras. Donc si vous voulez la version papier, vous pouvez désormais la commander sur podcastmagazine.fr. Et puis vous allez voir, il y a plein d'autres options pour les studios, les podcasteurs dans la partie sponsoring, si vous voulez bien entendu sponsoriser ou apparaître dans ce podcast magazine numéro 3, comme tu l'as fait d'ailleurs avec Natif sur le 1, puisque tu as fait partie, Laurent, de ceux qui ont soutenu le Kiss Kiss Bank Bank quand on a avant même de démarrer quand on a démarré le projet, avant d'avoir le numéro 1, tu as fait partie de nos soutiens et je t'en remercie. C'était la moindre des choses, Philippe. Si on veut que l'économie du podcast avance, il faut parfois mettre la main au portefeuille quand on peut. Oui, voilà. Mais je dois dire que tout le monde n'était pas dans ce cas-là. Tout le monde n'a pas fait ça exactement. Voilà. Bon. Donc merci, okay. À bientôt et on termine avec le jingle. Salut, bye. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque, il est posée. Donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.